Le 100e congrès des maires a ouvert ce lundi à Paris. Les élus ultramarins pointent du doigt la dégradation des finances des communes et les annonces d'amputation de certaines aides d'État. Nous en parlerons au début du journal. 20 novembre, cette journée est mondialement dédiée à la défense et à la promotion des droits des enfants. Une journée loin d'être superflue quand on sait qu'en France, il existe 98 000 cas connus d'enfants en danger. Et puis, une baston virtuelle dans le hall de la CTG ce week-end. 200 passionnés de jeux vidéo ont rivalisé de technicité dans des duels sans merci. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ATV Guyane dans cette tranche d'informations locales et régionales. Merci de votre fidélité. Sachez qu'ATV est désormais visible sur votre bouquet orange. Ce journal est également disponible en direct sur Facebook. Ouvrons ce journal avec la 11e journée de grève des agriculteurs de Macouria. Une journée sous le signe de la médiation. Cet après-midi, une réunion s'est tenue entre le maire de Macouria et les agriculteurs de la FDSEA. Le secrétaire général de la préfecture a joué le rôle de médiation dans ce conflit. Souvenez-vous, les agriculteurs réclament la rétrocession à titre gratuit de terrains agricoles cédés par le CNES dans les années 90 à la mairie de Macouria. L'issue de cette réunion a-t-elle été satisfaisante pour les agriculteurs? Vous le saurez dans cette interview de Christian Epailly, président de la FDSEA, au micro de Chrysler Phillips. Donc cet après-midi, avec les services de l'État, avec la mairie, on a trouvé un compromis. Et maintenant, les choses sont claires. Un agriculteur ne va pas payer sa parcelle 1 500 €, ni 2 500 €, ni 3 500 €. On a demandé de respecter le protocole d'accord qui a été signé avec la ministre, Madame Éric Tabaret. Les agriculteurs qui sont installés sur le terrain du CNES, avec la mairie de Macouria, ils ne vont payer leur surface que 50 € l'hectare. C'est ce qui avait été acté. Et là, on a fait des efforts. Parce que normalement, ils ne devaient pas payer leur terrain 50 € l'hectare. Il y avait une session gratuite au bout des 30 ans. Mais la mairie ne voulait pas entendre parler de ça depuis longtemps. Mais l'État a quand même mis les fameux 2 millions d'euros qu'on avait actés pendant le protocole d'accord. Maintenant, on va être versé à la mairie. Mais je suis quand même content parce qu'on nous faisait comprendre sur certains médias que les agriculteurs veulent le terrain gratuitement. Ils veulent avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et la vache. Ils voulaient tout avoir. Mais maintenant, c'est la mairie qui aura les 2 millions d'euros. Mais peut-être pas la totalité parce que nous, on va être très vigilants. Ce sera au cas par cas. Mais il faut que la valeur des terrains, qu'on donne aussi notre accord sur la valeur que la mairie va estimer les terrains, de manière à compenser par rapport aux 50 € l'hectare. Mais c'est quand même une très grande avancée pour nous au niveau de la fédération. Mais moi, je tiens à préciser ce soir, on ne va pas laisser personne pour compte sur le terrain. C'est pas parce que les gens signent un beau avec l'État, on va s'occuper que de ces gens-là. Il y a quand même beaucoup de petits agriculteurs maintenant qui sont âgés sur la commune de Macouria, sur Massiti, qui n'ont pas de beau signé, qui n'ont pas de beau. Eh bien, on est en train de faire un travail de fourmi sur le terrain pour les répertorier et tout. On va essayer aussi de trouver une solution pour eux. Parce que je pense que ces 2 millions d'euros, ce sera peut-être un peu trop important par rapport à la surface réelle. Donc, on va essayer de faire en sorte à ce que tout le monde soit concerné. Et nous, on va être vigilants aussi, mais sur ces 2 millions d'euros, parce qu'on ne va pas les donner quand même facilement non plus comme ça à la mairie. Il faut qu'il y ait quand même des règles, des critères. Mais je peux dire qu'on a quand même bien avancé. Toujours dans le volet social, des agents CDTG de la Régie communautaire des transports de l'Agglo étaient en débrayage ce matin. L'un de leurs collègues a tenté de se donner la mort vendredi dernier dans les locaux même de la RCT. Pourquoi est-il arrivé à un tel niveau de détresse? Sa demande de congé lui a été refusée de retour de 3 années d'arrêt maladie. Élément de compréhension avec Hervé Mayen, représentant syndical CDTG au micro de Chrysler Phillips. On a exercé un droit de retrait parce que ça fait plusieurs années qu'on explique à la direction les difficultés dont nous avons à exercer notre métier et plusieurs difficultés qu'on retrouve au sein de l'établissement. Donc ils ne veulent pas comprendre, ils ne cherchent pas à comprendre. Donc la preuve, tout ce qu'on a toujours dénoncé, ça s'est arrivé là. Notre collègue qui a fait une tentative de suicide ici à la RCT dans les bureaux des conducteurs. Plus de 3 ans d'accident de travail. D'accord, là il est revenu de son accident de travail, donc personne ne le prend en charge ou quoi que ce soit. Il a demandé d'avoir ses congés, donc il lui a été refusé. Donc ils ont préféré le laisser assis là, errer là pendant plus de combien de temps, je ne peux pas vous expliquer exactement. D'accord, donc moi je trouve ça inadmissible. Aujourd'hui on attend que la présidente prenne un peu de ses responsabilités. On espère qu'elle va prendre ses responsabilités après ce cas, qu'elle assume tout ce qu'elle signe et que ça rentre en fonction.
Ouvrons un volet politique avec le 100e congrès des maires qui a ouvert ce lundi à Paris. Les élus ultramarins portent les mêmes revendications que les années précédentes, mais avec des préoccupations supplémentaires cette année. La dégradation des finances des communes et les annonces d'amputation de certaines aides d'État sont au cœur de leurs préoccupations. Les maires attendront donc beaucoup de gouvernement durant les 3 prochains jours. Reportage de nos correspondants à Paris. Ils sont près d'une centaine d'élus ultramarins à être venus sur Paris cette semaine. Tous ont des revendications différentes à porter et le premier à s'exprimer lors de cette journée consacrée aux Outre-mer, c'est l'édile de Cayenne qui tire la sonnette d'alarme sur l'accès des soins en Guyane. Je rappelais que si quelqu'un faisait un AVC en Guyane, il serait mal en point parce qu'on n'a rien pour le sauver. C'est pareil pour le don du sang, il n'y a pas le don du sang en Guyane. J'espère que ça n'arrivera jamais, mais je crois qu'un jour, ça va vraiment éclater. Et je le dis souvent, vous savez, la mèche est allumée. La seule chose qu'on ne connaît pas, c'est la longueur de la mèche. Autre revendication ultramarine, l'accès à l'emploi. Et c'est la Guadeloupe qui évoque le sujet alors que la polémique sur la fin des contrats aidés a rythmé la rentrée dernière. On ne doit pas baisser le nombre de contrats aidés. Au contraire, on doit trouver d'autres solutions pour rajouter à cette solution de contrats aidés qui peut-être n'est pas la bonne, mais qui est déjà en place. Et trouver une autre solution, le plan de formation que le président de la République a proposé. Rien de neuf pour des maires qui ont du mal à sortir d'une crise budgétaire profonde sans aide concrète, pécuniaire de l'État, et cela depuis de nombreuses années. Les répétitions, elles sont là, que ce soit en matière d'emploi, que ce soit en matière d'investissement, que ce soit en matière financière. Donc on est toujours coincé parce que bon, le retard accumulé depuis de longues années, forcément, ça met du temps à revenir. L'Association des maires de France, présidée par l'ancien ministre de l'Outre-mer, membre de l'opposition, compte bien mettre l'exécutif face à ces revendications ultramarines. Ce 100e congrès est placé sous l'objectif de la clarification de la relation de la décentralisation. Est-ce que oui ou non on est une république décentralisée? Si la réponse est oui, ce que nous souhaitons, dans ce cas-là il faut donner les moyens, plus d'autonomie, plus de liberté, plus de garantie de continuité de l'État dans ses missions régaliennes. Deux temps forts sont attendus pour les Outre-mer lors de ce 100e congrès, une tribune sur les effets de l'évolution climatique devant l'ensemble des maires, puis le très attendu discours d'Emmanuel Macron, ce sera jeudi en clôture. Et puis une mairie qui fait également l'actualité en ce moment, celle de Matoury. La municipalité a voté une vente de terrain à la Seine-Samar, ce contre quoi s'insurgent les élus de l'opposition. Ils dénoncent également le déficit de 8 millions d'euros du budget municipal. Les détails avec Jean-Victor Castor au micro de Pierre Tréfou. Quand nous avons fait campagne à l'époque en 2014, l'un des points essentiels était la question foncière et notamment le point très important, c'est-à-dire le poids de la Seine-Samar au niveau du parc immobilier sur Matoury, puisque la Seine-Samar représente 80% du parc, de l'aveu même du directeur de la Seine-Samar. Secondo, on se retrouve donc avec un vote récent, avec un nouveau maire qui succède à M. Serville, et au grand étonnement de tout le monde, le maire actuel, donc M. Smock, s'est allié avec l'ancien maire, M. Roumia, que nous avions combattu. Je rappelle quand même que c'est M. Roumia qui a fait entrer la Seine-Samar en Guyane, particulièrement à Matoury. La Seine-Samar est implantée aujourd'hui dans toutes les communes de Guyane. Or, à l'époque, nous avons mené campagne pour expliquer à la population les pratiques mafieuses qui avaient été donc, révélées, y compris par le rapport de la Chambre régionale des comptes, qu'exerçait et que pratiquait la Seine-Samar à Saint-Martin. Ne voilà-t-il pas que lors de ce conseil municipal, sur la question donc, de l'endettement de la municipalité, donc vis-à-vis principalement donc, de ce que l'on doit à la Seine-Samar, le maire nous propose un rapport de présentation sur ce sujet où finalement, il faut que les administrés le comprennent, la commune est étranglée et quand la commune est étranglée financièrement, ce sont les administrés qui le sont. Aujourd'hui, le groupe Oui c'est possible, nous étudions toutes les possibilités juridiques, parce que pour nous, nous considérons même que c'est une forme d'abus. Vous savez, la Seine-Samar, elle sait très bien. C'est comme si c'est une banque qui vous dit, mais non, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas l'argent aujourd'hui, mais on va quand même vous prêter. Mais elle sait très bien que vous avez un patrimoine. Elle vous prête, elle sait que vous ne pouvez pas rembourser. Le jour où vous ne pouvez pas rembourser, elle vous demande votre maison, elle vous demande votre foncier.
Ouvrons une autre page à présent avec la journée Outre-mer Développement qui a fait son retour à Paris ce samedi. C'est une 6e édition avec les organisateurs qui ont vu les choses en grand cette fois-ci. Cette année, c'est au Palais Brognard que se sont rendus près de 2000 visiteurs. Organisée tous les 2 ans, cette journée a pour but de faire rencontrer entreprises implantées en Outre-mer et des candidats pour des postes de travail. Nous sommes allés à la rencontre de ces étudiants et porteurs de projets qui veulent s'implanter dans nos territoires. Reportage de notre correspondante à Paris, Solène Boissé. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis à la recherche de stage en agroalimentaire. À 20 ans, Mehdi cherche à concrétiser son projet professionnel, un poste dans l'industrie agroalimentaire en Martinique. Le but de ce jeune Saint-Anais, retourner au pays définitivement après sa licence. Je préfère mon pays, quoi. J'ai toujours voulu... J'aime la France, mais je préfère retourner en Martinique par la suite pour travailler et de participer au développement du contrôle qualité en Martinique, vu que c'est tout nouveau. C'est pas encore vraiment très développé en Martinique. Développer, c'est justement ce que recherche Alexandre avec sa start-up créée il y a tout juste 5 mois. Ce jeune Guadeloupéen de 26 ans est venu ici pour se faire un réseau et en apprendre plus de ceux qui ont déjà réussi à s'implanter. C'est une problématique, un enjeu important pour toute jeune start-up, se faire connaître rapidement. Quelle est du coup votre stratégie par rapport à ça? C'est l'occasion de rencontrer donc, du coup, différentes personnes de l'écosystème start-up, cet écosystème ultramarin au niveau donc, des start-up, ça nous intéresse. Notre but c'est de trouver des studios d'enregistrement et des artistes qui seraient intéressés de produire, de créer leur propre musique. La journée Outre-mer Développement a pris de l'ampleur au fil des années. Pour cette 6e édition, c'est au Palais Brognard à Paris qu'elle accueille plus de 1500 participants. Un rendez-vous devenu presque incontournable pour favoriser les innovations, mais aussi les retours au pays. Ça nous intéresse d'avoir des cadres qui, enracinés dans leur territoire, pourront s'engager durablement dans nos entreprises. Et c'est souvent dans la durée que se crée la valeur de la contribution d'un cadre. Donc oui, en même temps, il faut aussi avoir conscience que les relations de travail évoluent, que les envies des gens évoluent. Plus de 200 postes cadres sont proposés aux participants tout au long de cette journée qui a coûté plus d'1 demi-million d'euros, entièrement financé par les entreprises partenaires. Un tour en Guadeloupe à présent avec ce fait divers. Yohan Adimoulon, 27 ans, a été condamné vendredi dernier à 6 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Il avait tenté de se faire justice en tirant sur l'homme qu'il soupçonnait d'avoir cambriolé la ferme Thibou, propriété de sa famille. Pour le faire sortir de prison, ses proches ont entrepris ce matin une marche pacifique de la mairie de Petit-Bourg en direction du palais de justice de Pointe-à-Pitre. Reportage de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter. Il doit assumer sa part. Par contre, on estime que sa place n'est pas en prison. Et c'est pour cela que la famille a organisé ce sit-in devant le palais de justice ce matin, considérant l'incarcération du jeune homme. Juste un aménagement de peine, parce que c'est injuste qu'une personne qui n'a ni profil de tueur, ni profil de délinquant, ni profil se retrouve en ferme directement. C'est pas possible, il est passé en corporation immédiate, comme si c'était quelqu'un qui avait tué quelqu'un, ça c'est pas possible. Non, il a tiré au pied, il n'avait pas intention de tuer, il n'a pas tiré viser la tête de la personne, ils ont pas, comme je l'ai dit aux gens, s'il voulait viser la tête, il aurait pu viser la tête, il a visé les pieds. Depuis l'incarcération de Yohan mardi dernier, la famille, les amis, les voisins et même des inconnus crient leur colère sur les réseaux sociaux. Ils étaient là ce matin. Qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu porter uniquement un t-shirt ou ni transporter une banderole, mais je suis venu défendre quelqu'un. La maison de Yohan est dévalisée, il tire et il se retrouve en prison. Où sont les voleurs? Ils sont où, eux? On n'en parle pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut réagir. Il ne faut pas qu'on réagisse simplement quand il y a des soucis, on fait grève, on bloque. Il faut qu'on réagisse quand un compatriote à nous qui n'a pas de casier judiciaire, qui est quelqu'un de cohérent, qui vit dans la société, qui paye ses impôts, qui respecte, qui a une vie de famille, qui se retrouve aujourd'hui, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être chacun de nous. Quand on se défend aujourd'hui, eh bien, on est tout de suite emprisonné parce que nous, on ne fuit pas. C'est pas bourgeois qu'on va libérer, c'est simplement quelqu'un, un enfant, d'accord? C'est mon fils qu'on va libérer, il a rien à faire là. La détresse de la mère, du père a été entendue par le procureur qui les a reçus en compagnie de leurs conseils. Il y a eu appel du jugement puisque nous considérons que le mandat de dépôt n'était pas justifié.
mais il y a quand même des règles de procédure à respecter et nous devons respecter les délais. Donc le procureur s'est engagé à transmettre le dossier au plus tôt à la Cour d'appel de Basse-Terre pour que la Cour puisse statuer au plus vite sur la demande de mise en liberté qui va être présentée dans les intérêts de Yohan. La Cour d'appel a jusqu'à 4 mois pour rejuger l'affaire. La demande de mise en liberté peut être statuée avant, mais il faudra tout de même attendre 2 à 3 semaines. Aujourd'hui, 20 novembre, depuis 1989, je vous le disais en titre, cette journée est mondialement dédiée à la défense et à la promotion des droits des enfants. Une journée loin d'être superflue quand on sait qu'en France, il existe 98 000 cas connus d'enfants en danger, dont 19 000 sont victimes de maltraitance. Cette journée est donc l'occasion de sensibiliser les enfants eux-mêmes sur leurs propres droits. C'est chose faite à l'école Edmé Koura de Makoria. Journée de sensibilisation et lancer symbolique de ballon dans ce reportage de Galouassim. À la cantine de l'école élémentaire Jacques Lony, le repas prend une autre tournure. Les restes sont récoltés avant d'être jetés. Après avoir rassemblé ce qu'il reste des assiettes des enfants, il est temps de le peser. 13 kilos au total, une somme assez impressionnante non consommée par les enfants. Un résultat sans appel pour Jean-Albert Villeroy, consultant en marketing alimentaire, qui estime que trop de nourriture est gaspillée. D'après les informations que m'a données donc la caisse des écoles, la première tournée qu'on a pesée, il y avait à peu près pour 400 grammes de pain qui va aller à la poubelle, environ une douzaine de kilos de déchets dans lesquels on va retrouver aussi bien l'entrée et les plats de résistance, et environ 600 grammes de déchets au niveau des desserts. Ce contrôle est la première phase du projet de territoire zéro déchet. Son objectif, réduire drastiquement le gaspillage alimentaire. Pendant toute la semaine, ce sont les établissements scolaires qui seront concernés par ce type de surveillance. L'objectif est de déterminer l'origine du gaspillage. Est-ce que c'est la quantité? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que dans les écoles, il y a suffisamment à manger pour les élèves? Est-ce que la qualité de ce que nous leur proposons est bon? Et si ce que nous proposons n'est pas bon, ben, il y a gaspillage. Donc tout ça, ça nous demande de réorienter notre politique en matière de qualité des cantines. Voilà. Et dès qu'il y a gaspillage, bien entendu, il y a aussi des budgets qui explosent. Le projet Zéro Déchet ne se limite pas à ce genre de contrôle. D'autres opérations devraient avoir lieu. L'une d'entre elles, la distribution de poules pondeuses, commencera dès demain à Matoury, puis s'étendra dans toutes les communes de Guyane. Vous l'aurez compris, il s'agit plutôt d'un sujet sur le gaspillage alimentaire, une opération de la CSCL pour réduire les déchets dans le cadre scolaire. Donc je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui 20 novembre, depuis 1989, cette journée est dédiée mondialement à la défense et à la promotion des droits des enfants. Une journée loin d'être superflue quand on sait qu'en France, il existe 98 000 cas connus d'enfants en danger. Aujourd'hui, à l'école de Makoria, les enfants ont appris leurs propres droits, comment les défendre. Un lancer de ballon a également été fait durant cette journée. Reportage de Gaël Wassim. L'ambiance était festive ce matin dans le groupe scolaire Edmé Koura de Makoria. Les élèves ont marqué la journée internationale des droits de l'enfant par un lancer de ballon. Cette manifestation était organisée par le Kiwanis Club de Cayenne, dont la devise n'est autre que la protection de l'enfance dans le monde. Je pense que ça doit les libérer de plein de choses, c'est un joie. Et la joie, c'est ce qu'on a envie d'apporter aux enfants. Un sourire sur le visage des enfants, ça nous fait plaisir. On essaye de travailler pour ça. Passer des messages, oui, les enfants, ils savent qu'ils ont des droits, mais aussi des devoirs. Le respect, c'est très, très important. On doit les répéter ça tous les jours, comme parents, comme entourage. Et oui, c'est notre avenir de demain. L'équipe pédagogique est satisfaite de cette opération de sensibilisation. Il est important pour les enfants de connaître leurs droits et aussi leurs devoirs. Il est important aussi pour eux de savoir vivre ensemble. Certains enfants, ils ont découvert à travers cette manifestation qu'ils avaient des droits. Et j'insiste un peu sur les devoirs. Quand le Kiwanis nous a donc proposé de fêter la Journée internationale des droits de l'enfant, ça a été l'occasion pour toute l'équipe pédagogique de mettre un projet en place auquel les enfants adhéraient, auquel les parents adhéraient.
Et il faut savoir que notre rôle à l'école, c'est de préparer les citoyens de demain. Une manière ludique de marquer cette date dans la mémoire des enfants. 6e journée de tournage pour la 2e saison de la série Guyane. C'était ce matin. Une séquence a été tournée donc sur la place des Palmistes à Cayenne. Cette année, plus de la moitié de l'équipe a été recrutée sur place. Tic Tac Prod travaille donc de concert avec Shine Film, productrice de la série pour le compte de Canal+. Les coulisses dans ce reportage de Pierre Trifou. Ce matin, sur la place des Palmistes, la 6e journée de tournage de la saison 2 de la série Guyane a débuté. Action! Si quelques nuages ont fait leur apparition en fin de matinée, le tournage a pu se dérouler sans encombre. La production doit s'étaler sur 6 mois pour sortir 8 épisodes de 52 minutes. Pour la première fois, la série télévisée est produite en partenariat avec une société de production guyanaise, Tic Tac Prod. C'est vrai que c'est un challenge pour nous, c'est aussi plus de confiance qui nous a accordé, d'une manière générale plus de confiance aussi à tous les partenaires locaux. Donc c'est vrai que c'est un projet qui s'inscrit, voilà, c'est une 2e saison, on espère qu'il y en aura d'autres, mais c'est vraiment un projet qui s'inscrit sur la durée, qui permet à tout le monde de prendre de l'expérience aussi, des compétences. Donc c'est vrai que c'est très intéressant pour ça. Ouais. La Guyane et les Guyanais sont sollicités dans le sens où on a de la figuration, on a des acteurs, on a des silhouettes, on a des techniciens, on a des fournisseurs. Donc c'est vrai qu'un tournage rapporte beaucoup au territoire en termes d'image parce qu'on parle de nous, c'est une série qui s'appelle Guyane. Donc déjà ça fait de la promotion. On a des superbes décors bien sûr et puis voilà, on parle de notre département et on a besoin que tout le monde nous aide d'une certaine manière et y participe. Voilà, on a besoin de ça. Ouais. Les aventures de Vincent, étudiant en ingénierie, et de son maître de stage Merlot reprennent. Plongée dans les tumultes de l'orpaillage illégal, la série traite de thèmes importants pour la région. Le projet est plutôt bien accueilli par tous les interlocuteurs qu'on rencontre parce que voilà, c'est une série d'aventures, c'est une fiction, donc c'est sûr que c'est pas un documentaire, on n'est pas là pour traiter de la réalité complètement, il y a un aspect fantasmé. Après, voilà, il y a des séries qui s'appellent Miami Vice où on parle de crime dans chaque épisode et pour autant, ça ne donne pas forcément une mauvaise image de Miami. Après, je pense que le spectateur, il a aussi un recul par rapport à ce qui est dit. Et puis après, bon voilà, mine de rien, c'est quand même une part de la Guyane, c'est vrai qu'on ne veut pas mettre en avant, mais qui existe aussi, quoi. On sait qu'il y a des problèmes d'orpaillage illégal en Guyane, il y a des choses qui se passent en forêt, il suffit de voir des actualités, donc bon voilà, c'est aussi une réalité, quoi. Après, en tout cas, l'accueil il est bon parce que voilà, on fait aussi parler de notre territoire. Et ça c'est important parce que voilà, on le reconnaît et puis ça commence comme ça et après des projets il y en aura encore plein d'autres donc je pense que voilà, il faut aussi passer par là, quoi. La diffusion de la série Guyane est prévue pour fin 2018, mais en attendant, si comme cet oiseau vous voulez participer au tournage de la série, vous pouvez toujours envoyer une photo à l'adresse suivante, lecasting.guyane@gmail.com. Un mot de sport dans ce journal avec les Open internationales de taekwondo au stade Pierre de Coubertin à Paris. 2 Guyanais ont participé à la compétition ce week-end. Nous avons rencontré Laure Egan et Lifton Céline. Un reportage signé Alvin Courcy. Livestone n'a que 17 ans et il vient à peine de passer dans la catégorie des seniors. Mais le jeune Guyanais ne se laisse pas abattre et croit en ses chances. Je suis plutôt l'outsider parce que c'est tout nouveau pour moi de la catégorie des seniors. Avant j'étais junior et là on va dire qu'il y a déjà des têtes de liste et mon objectif c'est de faire ma place en fait. Quant à sa sœur âgée de 21 ans et championne d'Europe, la situation est un peu différente. J'appréhende un peu vu que je sors un peu de blessure. Donc je vais essayer de donner le maximum et que la médaille soit au bout. Après l'échauffement, il est temps de passer aux choses sérieuses. Alors que Livestone remporte son premier combat, l'Origan, elle aussi, entame le début du tournoi avec une victoire sans appel. Et attaque. Je suis tombée sur une ceinture rouge. Donc la ceinture, on sait que ça ne veut rien dire, mais dès le premier round, j'ai vu qu'elle était quand même en dessous. D'habitude, je ne vais pas trop fort, mais mon coach a exigé quand même que je finisse en 2 rounds le combat. Allez, l'Origan! Si le frère et la sœur en sont à ce niveau de compétition, c'est aussi grâce au soutien de leur maman. Pour pouvoir l'accompagner encore dans ses projets sportifs et scolaires, il a fallu que je vienne. Et en même temps, pour Livestone,
qui était très proche de sa sœur pour qu'il puisse aussi s'identifier à sa sœur et aussi continuer dans la même lancée. C'est en quart de finale que les choses se compliquent. Alors que l'Oregon est éliminé avec les honneurs, Livestone, lui, passe à 2 doigts de la qualification. Éliminé dans la dernière manche de 2 points seulement et face au vice-champion du monde, c'est de bon augure pour la suite. Ça motive énormément parce que je me dis que, comme je l'ai dit encore, c'était pas n'importe qui et j'ai quand même réussi à le tenir tête. Du coup, la suite, je pense que ça va bien se passer. En attendant les championnats d'Europe en décembre, la famille Célin a de quoi se remotiver et croire en leur chance de qualification pour les JO de Tokyo en 2020. Affaire à suivre. Pour clore ce journal, les ténors de la manette se sont affrontés ce week-end dans le hall de la collectivité territoriale. 200 passionnés de jeux vidéo ont rivalisé de technicité dans des duels sans merci. Cette rencontre a été organisée par la communauté des duellistes virtuels. Cette 9e édition a encore une fois rassemblé une communauté de virtuoses du virtuel dans un lieu bien réel. L'atmosphère de cette rencontre dans ce reportage de Jonathan Lariot. Devant les écrans, la concentration est à son paroxysme, sans aucun autre regard que pour son combat, sa partie de foot ou sa course, les joueurs donnent de leur maximum. Car ici, ce n'est pas le rendez-vous des joueurs du dimanche. La Battle Guyana Cups est une véritable jungle où chaque joueur doit se faire sa place et tenter d'accéder au sommet. C'est pas juste jouer pour jouer, c'est jouer pour gagner. Je pense être fort et là il y a tout l'effort, donc on se réunit et puis on va voir qui est le meilleur. Chez soi, on n'affronte que ses amis. On arrive vite à se connaître, on va connaître les jeux de chacun et maintenant on essaie de voir si on a vraiment un petit niveau, de voir si on peut représenter même la Guyane. Je suis venu en tant que compétiteur aujourd'hui, oui bien sûr. Mais faire partie des meilleurs n'est pas non plus une mission de tout repos car la frontière entre défaite et victoire est parfois bien mince. Ça commence à être lourd puisque quand on est en demi-finale forcément on a toujours envie que le match aille plus vite. Donc on a tendance à faire des erreurs et on peut perdre rapidement. Non, c'est devenu un entraînement après. Je suis habitué au grand tournoi, donc ça va. Mais dans la salle, c'est avant tout le rendez-vous d'une communauté. Ici, pas de distinction. Petit, grand, simple amateur ou joueur confirmé. Chacun a sa place dans ce petit monde. On a accès à Internet, tout le monde a accès à Internet, donc tout le monde joue en ligne, en tout cas les joueurs. Donc on a perdu ce côté un peu familial, ce côté regroupement. On est chez soi, on a un casque micro. Alors certes, on joue avec des amis, on joue avec des inconnus, mais on n'a pas ce côté familial, ce côté chaleureux. Donc l'intérêt déjà, c'est de regrouper les joueurs, tous les passionnés, et puis de détecter les prochains athlètes de demain. Après 2 jours de compétition acharnée, fiers de leur trophée remporté, les participants sont prêts à regagner leur train de vie quotidien. Mais si la réalité prend le pas sur le virtuel, ils restent toujours les rois du jeu. C'est la fin de cette tranche d'information. Je vous en rappelle les principaux titres. Le 100e congrès des maires a ouvert ce lundi à Paris. Les élus ultramarins pointent du doigt la dégradation des finances des communes et les annonces d'amputation de certaines aides d'État. Nous en parlions. 20 novembre, cette journée est mondialement dédiée à la défense et à la promotion des droits des enfants. Une journée loin d'être superflue quand on sait qu'en France, il existe 98 000 cas d'enfants en danger. Et puis une baston virtuelle dans le hall de la CTG ce week-end. 200 passionnés de jeux vidéo ont rivalisé de technicité dans des duels sans merci. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Je vous souhaite une très bonne soirée sur ATV Guyane.